Bonjour à tous, merci pour votre participation pour le premier webinaire que Richelieu Gestion organise avec Occur. Donc aujourd'hui, nous allons parler marché obligataire avec notre stratégiste et responsable de la gestion Alexandre Aizé, accompagné pour l'événement d'Étienne Dubourg, notre gérant obligataire. Sur la période 2022, ce webinaire représente un peu tout ce qui a été mis en place au niveau de Richelieu Gestion. Donc, nous avons une tradition maintenant de manière mensuelle dans nos bureaux parisiens avec le meet-up organisé par Alexandre. L'idée étant de dupliquer un peu cet événement en utilisant même les moyens aujourd'hui qui sont les moyens médias avec le webinaire. Et dans ce cadre-là, Occur nous accompagne et nous en sommes ravis. Je ne vais pas reparler du marché, je vais laisser la parole à Alexandre et n'hésitez pas, vous avez un chat, nous pouvons y répondre si vous avez des questions durant toute cette intervention. Je vous remercie. Oui, merci Alain. Nous allons parler effectivement de marché pendant un petit quart d'heure. Juste, il y a un petit retour. Je ne sais pas pourquoi. C'est pas grave, on va essayer comme ça. Pourquoi le marché obligataire? Alors, je ne vais pas refaire l'histoire depuis le Covid, mais c'est vrai qu'on est dans une situation où on est encore dans cette période post-Covid où tout est mis en place à la fois par les banques, a été mis en place par les banques centrales et surtout les États pour à la fois sortir du Covid et créer une dynamique de croissance depuis quasiment 2020. Alors, tout ce qu'on est en train de vivre actuellement, c'est vraiment une conséquence directe de mars 2020, parce qu'en mars 2020, ce qui s'est passé, c'est que la croissance économique a évidemment est tombée largement. Pour revenir à cette situation, on a eu pendant plusieurs mois une absence d'investissement et en même temps, parallèlement aux banques centrales, les États ont mis des plans de relance pour à la fois aider les entreprises et évidemment les ménages. Alors, la conséquence, c'est une activité qui s'est arrêtée avec une épargne qui s'est accumulée à la fois en Europe et aux États-Unis de manière massive. Et lorsque l'on est passé dans une autre dimension, c'est-à-dire l'après-Covid, eh bien, une masse d'épargne s'est projetée sur la consommation, à la fois pour les entreprises qui ont commencé à réinvestir assez rapidement et à surstocker, et en même temps les particuliers qui se sont mis à consommer de manière assez importante. Alors, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on a eu évidemment des décalages dans le temps. Le premier pays à avoir redémarré de manière beaucoup plus importante, c'est les États-Unis, où là, on a connu aux États-Unis un phénomène de surchauffe économique, avec d'un côté le consommateur qui était extrêmement actif, et de l'autre côté les entreprises qui suivaient effectivement la hausse des chiffres d'affaires et donc une croissance économique très forte. Sauf que notamment en 2021, on a eu des mini-crises successives qui sont venues finalement mettre à mal le rééquilibrage qui devait arriver, et notamment ce que l'on a appelé les chaînes logistiques au niveau mondial qui n'ont pas redémarré de manière conséquente, et on a mis en place, en tout cas, on a souffert de très forts goulots d'étranglement avec une hausse de prix qui s'est mise en place. Alors pourquoi ces goulots d'étranglement? On a eu des crises successives. Rappelons-nous, en 2021, ça paraît déjà loin, mais on a eu les premiers variants qui sont venus mettre à mal à un moment la reprise, et surtout non pas du côté du consommateur qui lui avait une épargne, mais du côté de l'offre cette fois-ci. Et puis on a eu un peu de manière concomitante deux crises très importantes, une autre crise sanitaire qui était en Chine, qui avait du mal et qui a encore du mal à gérer la crise du Covid. Vous savez que la Chine a décidé contrairement au reste du monde, de mettre en place une politique zéro Covid, c'est-à-dire que dès qu'on a des cas de Covid, on ferme les entreprises, on ferme les villes. Et puis, de l'autre manière, dans une autre dimension, on a eu une crise géopolitique importante qui est venue évidemment, cette fois-ci, toucher les matières premières, les matières premières agricoles et les matières énergétiques. Alors, comme par hasard,
pour bien faire une synthèse du marché, et il faut bien comprendre ce qui s'est passé pour essayer de déterminer la suite des événements, on a vraiment des inflations différenciées entre les pays. Parce que finalement, on ne va pas se cacher, la crise ukrainienne touche de plein fouet la zone européenne, mais d'une certaine manière touche de manière très indirecte l'économie américaine qui, elle, continue à être en surchauffe. Certes, on a eu une hausse de certains prix des matières premières, mais en fait, le principal catalyseur, en tout cas, les principales variables explicatives de l'inflation américaine viennent plutôt, un, de l'immobilier et deux, évidemment, d'un marché de l'emploi qui est extrêmement actif. Je rappelle quand même que le taux de chômage aux États-Unis est un plus bas historique, il est à 3,7%. Donc c'est vraiment très bas, avec des enjeux notamment d'emploi pour les entreprises qui commencent à être très compliqués. On commence à voir en Europe cette situation, mais aux États-Unis, ils la vivent déjà depuis plusieurs mois, avec une inflation salariale à pas deux chiffres, mais en tout cas à près de 8%. Elle commence juste à refluer. Donc il faut bien comprendre vraiment que les inflations, et c'est vraiment le cœur à la fois de la réflexion financière et évidemment l'impact sur les marchés financiers qui en suivent, est vraiment le point central. Finalement, la géopolitique, ce qui se passe en Ukraine, est-ce que la guerre va durer longtemps? Est-ce qu'elle va s'empirer? Bon, on est finalement dans des effets maintenant secondaires et il faut véritablement regarder ce qui se passe du côté de l'inflation. Et du côté de l'inflation, justement, je vous ai bien expliqué qu'il y avait des inflations différenciées. Aux États-Unis, c'est assez clair. Rappelons quand même ce chiffre pour bien comprendre les effets Covid dont je vous parlais tout à l'heure. De mars 2020 à juin 2022, on a le prix des maisons aux États-Unis, grâce à des hausses de taux des baisses de taux très très importantes, qui a augmenté de près de 44%. 44% en l'espace de moins de 2 ans, c'est énorme. Donc il y a une bulle immobilière qui s'est mise en place et on sait très bien que l'immobilier est une variable aussi explicative des salaires, puisque on comprend bien que quand l'immobilier monte, on a des velléités salariales de manière plus importante. Donc ça, c'est très important parce que l'enjeu aux États-Unis, c'est de dégonfler cette bulle immobilière sans créer de crise financière. Évidemment, il ne faut pas du tout être comme nous avons pu l'être en 2006. Alors, beaucoup commencent à écrire que la bulle immobilière est équivalente à celle de 2006. Pas vraiment, parce qu'on n'est pas du tout dans des économies à levier, et notamment au niveau du système bancaire. Et en plus, l'immobilier, rappelons-nous, entre 2003 et 2006, l'immobilier avait largement monté avec des logements d'extrêmement mauvaise qualité, et puis avec surtout des souscripteurs qui étaient quasiment insolvables. C'était les prêts, les fameux mortgage subprime, les prêts ninja, no income, no job et no asset, c'est-à-dire que c'est l'effet de levier s'était transformé en effet de massue. Là, on n'est pas du tout dans la même configuration, et donc cet immobilier doit me baisser. Et la nouvelle, c'est qu'il baisse beaucoup plus lentement que prévu, mais il est en train de baisser puisqu'on a atteint un point haut depuis juin 2022 et on voit de mois en mois, de manière à la fois dans les chiffres en temps réel et dans les chiffres précurseurs, un immobilier qui est en train de baisser. Donc, en tout cas, cette partie de l'inflation qui est extrêmement importante parce que dans l'inflation américaine, à peu près un tiers de l'inflation est lié à l'immobilier en général, que ce soit les loyers ou le prix des maisons. Et c'est un chiffre qui est en train de baisser, qui va encore baisser pendant plus d'un an, puisqu'il y a un effet retard, notamment dans le renouvellement des loyers. Et donc ça, c'est une très bonne nouvelle. La deuxième chose, c'est l'emploi. L'emploi est très tendu aux États-Unis. Je vous ai parlé du chiffre du taux de chômage tout à l'heure. Il faut bien comprendre qu'on est sur des taux records, quasiment records, entre les offres d'emploi sur les marchés et la demande. On a à peu près un chômeur pour 2 offres d'emploi aux États-Unis. Donc, on voit bien la situation dans laquelle sont les États-Unis, avec une période qui est compliquée parce que à la fois les entreprises ont du mal à embaucher et en même temps, elles sont obligées d'embaucher à des salaires beaucoup plus importants. Alors, c'est un effet Covid, clairement, mais c'est aussi un effet Donald Trump qui a fermé les frontières, où l'immigration a été extrêmement limitée et donc le nombre de travailleurs, effectivement, dans cette reprise pose problème. Alors, est-ce que ça, c'est en train de s'améliorer? Est-ce qu'on peut voir aux États-Unis, parce qu'en tout cas, on voit bien que l'inflation au niveau mondial, puis on parlera un peu plus de l'inflation européenne, mais on sait qu'une partie de l'inflation mondiale touche l'inflation européenne.
il faut bien comprendre, il faut bien imaginer et essayer d'imaginer des scénarios pour voir si finalement la pression salariale va être importante ou et va continuer à être importante. Donc, on est dans ce que les économistes appellent la spirale prix-salaire, hein, où il y a un espèce de cercle vicieux qui se met en place, où les salaires montent, donc le prix des biens et des services monte et les salaires remontent. Ou est-ce qu'on est finalement dans une inflation qui peut être limitée et beaucoup plus conjoncturelle que structurelle sur cette partie-là? Alors, un retour quand même sur ce qu'est en train de faire Jérôme Powell, parce que j'ai écrit un article il y a pas longtemps dans un journal où le titre était un peu provocateur, où je disais les banques centrales font mal pour notre bien. Et je crois que c'est vraiment la situation de la Banque centrale américaine où elle a la volonté d'éviter toute hausse des anticipations d'inflation. Alors, les anticipations d'inflation, c'est important parce que quand les agents économiques se mettent en tête que dans 4 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, les inflations seront très élevées, peu importe finalement l'inflation aujourd'hui, en fait, vous changez de comportement. Les entreprises ont du mal à investir parce qu'elles ont du mal à gérer, en tout cas, estimer leurs coûts futurs pour leurs investissements. Et puis, évidemment, le consommateur qui a peur commence à épargner avec cette crainte à la fois de la hausse des taux et potentiellement de problématiques d'insolvabilité. Donc vraiment, ce qui est important dans le raisonnement d'une banque centrale, c'est surtout les anticipations d'inflation. Et là, Jérôme Powell est en train de gagner quand même la partie, puisque l'inflation est certes importante. On est encore sur des inflations à 7%. On verra aujourd'hui, on a encore un chiffre d'inflation important, mais on est dans une situation où les anticipations d'inflation ne montent pas. Et pourquoi? Parce que Jérôme Powell a agi le plus tôt possible, de manière extrêmement brutale, pour ramener les taux d'intérêt à une situation où les agents économiques ont confiance dans la Banque centrale américaine pour faire baisser l'inflation future, et surtout une banque centrale américaine qui, coûte que coûte, veut faire baisser cette inflation pour créer une dynamique de croissance pérenne. Alors, il y a peu d'endroits, c'est amusant parce que pendant 4-5 mois, vous avez pu le remarquer dans la plupart des analystes ou des analyses économiques, dans les titres des journaux, on avait un mot qui revenait de manière récurrente, qui était la stagflation. La stagflation, c'est une récession et une inflation, une récession importante et une inflation importante aussi. Et ce phénomène de stagflation est quasiment le pire que l'on peut connaître, en tout cas pour les actifs financiers qui nous intéressent plus particulièrement. Alors, il y a peu de périodes d'inflation, de stagflation dans l'histoire. Hein. Évidemment, tout le monde se rappelle, alors soit en l'ayant vécu ou soit de manière académique, cette période-là, c'est évidemment la période des années 70 où on a véritablement connu une période de stagflation avec à la fois une hausse des taux très forte de manière assez ponctuelle. On va le voir justement quelle est la vraie différence entre les années 70 et la politique de Jérôme Powell actuellement. Mais avec une période qui, effectivement, est très compliquée pour les actifs obligataires, évidemment, dans leur ensemble, mais d'une manière générale, les actifs, l'ensemble des actifs, notamment les actions. Hein. Je rappelle que de 64 à 80, on a un marché action qui est quasiment flat dans cette période-là, avec une très très forte volatilité, et qu'on voit à la fois des éléments récessifs qui sont extrêmement forts, et puis des éléments de surchauffe de l'économie qui s'en suivent, qui évidemment ne sied pas au marché. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans les années 70? Alors, je ne veux pas revenir en détail, mais en fait, le président de la Banque centrale à l'époque avait des pressions, notamment politiques, très fortes de la part du président américain pour éviter de créer une récession trop importante. Et finalement, à chaque fois, et ça s'est vu en 73, les taux ont monté très très fort. On a vu une inflation rebaisser et surtout une récession économique assez forte aux États-Unis. Et à chaque fois que la récession a pointé son nez, on a une banque centrale qui a d'un coup rebaissé ses taux de manière assez forte. Et on a eu
une succession de plusieurs vagues d'inflation, et notamment la dernière vague d'inflation en 78, où là, les taux étaient encore trop bas. La Banque centrale n'a pas voulu maintenir un cap en évitant la récession et a finalement permis à l'inflation de repartir. Et il a fallu un nouveau président de la Banque centrale américaine, Paul Volcker, pour dire ça suffit, on monte les taux de manière très très importante. À l'époque, à 16%, pour à la fois casser l'inflation et casser l'économie et empêcher à la fois cette spirale prix-salaire et les éléments, notamment sur les prix du service. Et ça a marché. Alors, Jérôme Powell, lui, c'était notre dernier écrit mensuel, a clairement dit qu'il n'était pas comme Burns, qui était l'ancien président de la Banque centrale américaine, mais comme Paul Volcker, c'est-à-dire qu'il était prêt à tout pour casser l'inflation et surtout maintenir une politique durable de hausse des taux d'intérêt, quitte à marquer l'économie, en tout cas créer une récession. Et ça, il faut le garder en tête parce que à la fois, c'est une bonne nouvelle d'avoir une récession, enfin en tout cas une banque centrale qui n'a pas peur de lutter contre l'inflation. Et ça, c'est une bonne nouvelle pour les taux d'intérêt, puisque ça permet, encore une fois, aux anticipations d'inflation et donc aux taux d'intérêt à long terme de se maintenir à un niveau décent. Et en même temps, on peut imaginer que si l'inflation, et là c'est un peu le scénario alternatif que l'on a ici, qui n'est pas du tout notre scénario central, on peut imaginer des banques centrales qui continuent à monter leurs taux de manière régulière si l'inflation ne baisse pas. Alors, je vous ai expliqué sur l'immobilier, sur l'emploi américain. L'inflation, en tout cas la dynamique des salaires, va aussi s'amenuire. Pourquoi ? Parce que au fur et à mesure, et on comprend bien cette fois-ci, l'immobilier est une chose bien particulière, mais on comprend bien que les éléments récessifs que l'on peut avoir sur l'économie américaine, voulus, c'est pas du tout comme en Europe. C'est ça la véritable différence entre les États-Unis et l'Europe, puisque là, c'est la Banque centrale américaine qui gère quasiment la croissance économique. Eh bien, cette surchauffe économique qui a créé cette accélération des salaires, eh bien effectivement, l'économie américaine tournera certainement autour de 0, plus 0,2, 0,3 sur l'ensemble de l'année 2023. Eh bien, ça suffira à la fois faire monter le chômage, on était à 3,7 autour de 4-5 ans, et à en tout cas, débloquer ces pressions salariales pour être dans une situation beaucoup plus pérenne, en tout cas pour la croissance économique. Donc, on peut quasiment dire que au niveau des États-Unis, en tout cas, le combat contre l'inflation, même si l'inflation va rester importante, en tout cas, est en partie gagné sur 2023 parce qu'on va certainement, nous, on est en train d'écrire nos prévisions annuelles, on aura certainement une inflation qui va redescendre autour de 3,5% l'année prochaine aux États-Unis, ce qui est quand même, on part de pratiquement 10% en juin, donc c'est vraiment extrêmement fort. Partons maintenant sur l'Europe, et parce qu'on est dans une situation complètement différente. Évidemment, on parle un peu de surchauffe des salaires, mais en fait, l'inflation est venue, comme l'a dit Christine Lagarde, un peu de nulle part. Rappelons-nous qu'au mois de mai, la Banque centrale européenne expliquait qu'on était finalement dans une situation où certes on avait un peu d'inflation, mais qu'elle allait rebaisser de manière assez rapide. Mais la guerre en Ukraine a créé une dynamique inflationniste extrêmement forte, qui est cette fois-ci, cette dynamique inflationniste n'est pas liée à une surchauffe de l'économie, puisque finalement, enfin de manière assez basique, si vous avez une surchauffe de l'économie qui est inflationniste, finalement, vous n'avez qu'à calmer l'économie, en tout cas, pour calmer l'inflation. C'est à peu près le boulot, on va dire, d'une banque centrale européenne, de lisser justement les cycles économiques. Eh bien là, on est dans une situation où finalement l'inflation est en partie liée à la reprise post-Covid, mais est surtout liée à une inflation des prix de l'énergie, notamment du gaz, liée à la guerre en Ukraine. Et là, c'est pas la même chose, puisque c'est pas véritablement gérable, pas parce que Christine Lagarde va monter ses taux d'intérêt qu'on fabriquera, évidemment, en tout cas qu'on produira plus de gaz. Donc cette dynamique, elle est plus prégnante. Je rappelle quand même qu'en Europe, on est sur des inflations autour de 10%. J'ai toujours tendance à dire, quand je discute avec des clients, que depuis quasiment 2007, ce qui était inimaginable devient à un moment
pensable, et puis de pensable devant potentiellement réalisable, et se réalise. Rappelons-nous, en 2007, 2008, voire même 2010, personne ne pouvait imaginer avoir des taux négatifs sur les marchés financiers, en tout cas que des entreprises se mettent à émettre avec des taux négatifs. Finalement, ça a été réalisé. Et là, de la même manière, on ne pouvait pas imaginer un jour avoir des inflations à 10% en Europe. Eh bien, on y est avec des inflations bien différenciées entre les pays. C'est pour ça que c'est très difficile à gérer en Europe. On l'a vu sur la crise. On a vu sur la crise bancaire, et là, on est sur la crise souveraine. Rappelez-vous l'Italie, les fameux PIGS, etc. Et bien là, on a des inflations à plus de 20% en Slovénie, à 11% en Allemagne, et puis à 6-7% en France. Donc on voit bien que c'est beaucoup plus difficile à gérer. Et cette inflation étant agit sur, évidemment, parce que quand vous êtes dans une dynamique avec une banque centrale qui a pris beaucoup de retard, parce que la Banque centrale européenne commence juste, et ça c'est important par rapport à notre vision sur le marché obligataire, commence à juste être crédible sur l'inflation. Autant aux États-Unis, on a à peu près une certitude de cette lutte contre l'inflation, autant la Banque centrale européenne s'est mise très, très, très en retard à lutter, en tout cas à vouloir lutter contre l'inflation. On était plus avant sur une banque centrale qui voulait agir sur la transition énergétique, qui était là pour accompagner les pays. Rappelons-nous Christine Lagarde, qui encore au mois de juin disait bon, l'inflation est là, mais elle va rebaisser. Et puis si on monte les taux d'intérêt, ça sera de manière extrêmement faible. Et là, il y avait un problème, c'était qu'il n'y avait plus de confiance, et potentiellement, on pouvait avoir un crack sur les taux d'intérêt importants, parce que si vous pensez encore une fois que vous avez une banque centrale qui n'arrive pas à gérer l'inflation, si l'inflation future est très importante, en tout cas les anticipations futures sont très importantes, et bien là, vous n'avez pas de limite au taux d'intérêt, en tout cas au taux d'intérêt long terme qui peuvent monter. Et là, changement de discours, bien aidé par les Allemands, il faut le dire, qui eux sont allergiques à l'inflation. Alors, on n'est pas l'ancien président de la Banque centrale allemande, Weinmann, qui luttait à l'époque contre Mario Draghi et sur les milliers de milliards mis en place, qui pour lui allait créer de l'inflation. Et on sait, connaît l'histoire de l'Allemagne avec l'inflation. Et bien là, les banques centrales européennes et droit debout, tous les membres de la Banque centrale sont maintenant à dire qu'il principal objectif, et ce qui est vrai, la mission de la Banque centrale, c'est de lutter contre l'inflation. Et donc, on a eu des hausses de taux extrêmement rapides, un peu à la méthode américaine, mais 6 mois après, qui ont amené et commencent à amener des implications sur le marché, la confiance sur les marchés des taux d'intérêt, avec des taux, notamment parlons de l'Euribor, en tout cas, ou du taux de dépôt en Europe. Au mois d'août, il était à moins 0,50, et dans nos anticipations, il sera à 2,75,3 dans objectif 4-6 mois. Pardon. Donc ça, c'est important parce que c'est un revirement, et avec un impact important, parce que si on est dans un état d'esprit où les banques centrales veulent lutter contre l'inflation et de manière crédible, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les anticipations de taux sont maintenant importantes. Je vous parlais de près de 3% sur les taux Euribor à horizon avril 2023. Et en même temps, on a à peu près la conviction que ces taux vont se maintenir, voire même rebaisser. Pourquoi? Parce que ça suffira, un peu comme aux États-Unis, à faire retomber les chiffres de l'inflation. Et ça, pour l'investissement obligataire, c'est une situation quand même qui est assez idyllique. Pourquoi? Parce qu'on était dans une situation de crise où on a eu à la fois les taux obligataires qui ont monté, donc les obligations qui ont largement baissé. Alors, il y a eu un petit rallye ces quelques jours, mais on parle beaucoup des marchés actions, mais sur les marchés obligataires, on est encore entre moins 10 et moins 15% depuis le début de l'année, que ce soit des marchés de qualité comme l'investment grade ou des marchés de dette spéculative à yield ou des obligations émergentes, notamment. On est entre moins 15, et puis sur les obligations émergentes, on est à moins 18 depuis le début de l'année, sur des actifs qui étaient dits prudents. En tout cas, les obligations, on est sur une dynamique beaucoup moins volatile que ne le sont normalement les actions. Cette année a été une année bien particulière. Et donc, on est maintenant sur des rendements que l'on n'avait jamais vus depuis près de 10 ans.
faut bien comprendre qu'une obligation, un émetteur qui empruntait il y a à peine un an, on va dire à peine un an, un émetteur de très bonne qualité qui empruntait à 5, 6 ans à 0,5, 1%, emprunte maintenant autour de 5%. Donc, ça crée évidemment ce stress et cette redynamisation sur l'inflation crée enfin des opportunités et crée enfin un rendement que l'on n'avait pas vu depuis quasiment 2012. Et 2012, je parle de 2012, alors Étienne en parlera certainement mieux que moi, mais puisqu'il l'a géré, Richelieu Gestion était connu beaucoup pour sa gestion action, mais en fait on avait une gestion, et on a une gestion obligataire assez développée, notamment pour les institutionnels. Et à l'époque 2012, rappelons-nous, c'était la crise souveraine et on était encore sur des niveaux de taux très forts, hein, puisque l'Italie allait faire potentiellement défaut. Et là, on était encore dans une période où Mario Draghi, en arrivant, avait changé l'état d'esprit du marché sur l'Europe dans son ensemble, hein, avec son fameux discours Whatever it takes. Mais eh bien là, on est à peu près dans la même période où les actifs ont souffert et ils sont encore à des niveaux intéressants, mais par contre, les perspectives sont beaucoup plus positives, en tout cas, qu'elles ne pouvaient être il y a encore un an. Et ce prix du risque qui est maintenant dans le marché permet aux investisseurs sur les obligations d'avoir des rentabilités, cette fois-ci substantielles. Et évidemment, il faut être extrêmement pointilleux sur à la fois l'analyse financière parce qu'on se rend bien compte qu'on va être sur des niveaux où les taux de défaut vont augmenter. Donc ça, c'est très important et Étienne Dubourg vous en parlera dans sa manière de gérer. Mais c'est vraiment un moment où cet actif qui était complètement délaissé depuis 5-6 ans parce qu'il ne rapportait plus de rentabilité, hein, voire même par rapport au fonds en euros, et bien là, on va pouvoir proposer aux investisseurs des niveaux de taux de l'ordre de 4, 5, 6, 7%. Hein, tout dépend, on va voir notamment sur les fonds à échéance que l'on peut proposer ou qui sont proposés à l'extérieur avec des philosophies complètement différentes. Eh bien, c'est une période plutôt très, très appréciable qu'il ne faut pas louper. En tout cas, il y a des fenêtres, une fenêtre de tir parce que tant que les investisseurs, vous, comme potentiellement nous, avons encore peur de la politique de la Banque centrale européenne et surtout cette dynamique d'inflation, eh bien, les niveaux de taux et surtout les niveaux de spread de crédit amènent ces niveaux sur lesquels il faut profiter. Je vais passer la parole à Étienne sur le marché obligataire qui sera beaucoup plus à même de vous expliquer à la fois les opportunités par segment. Est-ce que nous, en tout cas, on définit pour nos investisseurs, est-ce que l'on préfère pour nos investisseurs dans cette période qui est certes pleine d'incertitudes, mais pour nous, en fait, et là, je le répète beaucoup, hein, je l'ai encore répété à une conférence avant-hier, c'est quand il y a des incertitudes que le risque est rémunéré. Et le pire, de manière très, très objective, c'est quand la vision est verdoyante et que finalement, on n'accepte pas, en tout cas, il n'y a plus de prix du risque et c'est là où les mauvaises surprises peuvent apparaître. Étienne, je te laisse la parole quelques minutes, enfin, en tout cas, et puis n'hésitez pas surtout à poser des questions. Il commence à en avoir quelques-unes. Je pense que c'est plutôt sur le fond Richelieu 26, mais n'hésitez pas à poser des questions sur des problématiques ou des doutes que vous avez sur ce marché-là ou même au niveau macroéconomique. Bon, je vais commencer par vous parler de Richelieu 26, qui nous semble être un produit qui est tout à fait adapté à la situation actuelle sur les marchés obligataires. En 2019, puisque les taux sont au plus haut depuis très très longtemps, en 2019, on avait eu des taux aussi élevés qu'on observe actuellement. C'était lors du déclenchement de la crise du Covid. Le problème, c'est que le mouvement a été tellement violent que le marché obligataire n'était absolument plus liquide. Par ailleurs, les taux sont redescendus aussi vite qu'ils étaient montés et finalement, il était impossible de monter des fonds obligataires datés
parce que ça a été trop vite, que le marché n'était plus liquide, c'était plus possible de monter les fonds dans ces conditions. Maintenant, les taux sont élevés, on a le temps de le faire, donc c'est pour ça qu'on a lancé ce fonds et que beaucoup d'autres sociétés de gestion ont lancé ce genre de produit. Donc, Richelieu 2026, Richelieu 26, a des caractéristiques communes à de nombreux autres fonds datés, et c'est je vais commencer par évoquer ces caractéristiques communes avec les autres fonds datés, et après j'aborderai les caractéristiques qui le différencient davantage des autres fonds et ce qui peut faire son originalité. Alors la première chose à souligner, c'est que, comme pour les autres fonds datés d'ailleurs, R26 doit être considéré comme une grosse obligation diversifiée à taux fixe avec une maturité déterminée. Et en l'occurrence, pour notre fonds, c'est fin décembre 2026, donc ça nous fait une maturité de 4 ans. Alors, le fait que ce fonds puisse être assimilé à une grosse obligation, il y a 3 conséquences. Le premier, c'est qu'il y a un rendement, et ce qui est le plus recherché par les investisseurs, c'est que le fonds a un rendement actuariel qui correspond évidemment à la moyenne des rendements actuariels des obligations qui sont contenues dans ce fonds. Quand le fonds a été lancé, le taux de rendement actuariel était de 5,70. Maintenant, il y a une grosse détente sur les marchés obligataires et il est actuellement de 4,90. Alors évidemment, précaution habituelle, ces rendements s'entendent à la condition qu'il n'y ait pas de défaut dans le portefeuille et de porter l'investissement jusqu'au bout. La deuxième conséquence de cette assimilation à une grosse obligation, c'est qu'on a une duration qui va baisser progressivement. Actuellement, on est à 3,60 et au fur et à mesure que le temps passe, ça va tomber à 0. Et ce sera finalement à la fin de vie du fonds, on pourra le considérer comme un fonds monétaire. Et ça, c'est une différence avec les fonds obligataires classiques qui ont une duration, on va dire, une maturité constante, à part les fonds style Total Return ou les fonds alternatifs qui peuvent avoir une échéance, enfin une marge de manœuvre extrêmement importante, qui peuvent avoir une duration de 30 et puis après avoir une duration négative, voire investir sur des actions. Mais là, on est sur des fonds un peu particuliers. Ensuite, la troisième chose, troisième élément commun avec une obligation classique toute bête, c'est que le prix et donc les rendements actuariels varient en fonction des conditions de marché. On l'a vu, puisqu'au début on avait 5,70 et maintenant on est à 4,90 autour. Donc finalement, chaque porteur aura son propre taux de rendement actuariel, et ça dépendra du moment où ce porteur, où l'investisseur va souscrire dans le fonds. Alors, il y a quelque chose d'important à souligner, c'est que c'est pas parce que par la suite de la vie du fonds, il y a des investisseurs qui souscrivent, même de manière importante, que le taux de rendement actuariel des investisseurs qui sont rentrés en premier verront leur performance diluée et voir le taux de rendement actuariel varier. Quand vous rentrez sur un taux de rendement, encore une fois, à condition qu'il n'y ait pas de défaut dans le portefeuille, vous aurez ce rendement à la fin de vie du fonds. Alors, cela étant, il y a deux conditions à respecter. C'est que quand il y a des souscriptions, la structure du portefeuille soit respectée et que les titres qui sont à l'intérieur du portefeuille soient correctement valorisés. Alors, pour respecter ces deux conditions, c'est pour ça qu'on a privilégié, pour ne pas avoir trop de problèmes en cas de grosse souscription, on a privilégié les titres relativement liquides, quitte à laisser passer des titres très peu liquides qui pourraient avoir dopé un petit peu la performance du fonds. Donc ça, c'est un choix délibéré que l'on a fait. Alors maintenant, contrairement aux obligations classiques, par contre, le fonds est
diversifié puisqu'il est investi, pour le nôtre, il est investi pour autour de 35 titres, de 35 signatures plus exactement. Donc, on a une diversification du fonds et il a aussi il offre un accès simplifié au marché obligataire puisque maintenant, de plus en plus, les titres ont des nominaux de 100 000 euros et le fonds, lui, a une VL de 100 euros. Donc, ça offre aux investisseurs un accès facilité au marché obligataire. Maintenant, je vais aborder les caractéristiques qui sont plus propres à R26 par rapport à Richelieu 26 par rapport aux autres fonds datés. Alors, l'idée phare qui a présidé à la création du fonds, c'est de limiter dans la mesure du possible. Alors, il n'y a pas de ça c'est une cause entendue, mais on a essayé en créant ce fonds de limiter les risques et les mauvaises surprises au maximum. Donc, on ne recherche pas avec ce fonds à obtenir un rendement absolu maximal, on ne part pas de là, mais on essaye d'avoir le meilleur rapport rendement-risque. Alors, pour arriver à ce résultat, on a 3 axes. D'abord, on a déterminé, on a fixé une maturité à 4 ans, ce qui est plutôt faible par rapport aux autres produits qui existent déjà sur le marché. Alors, pour un certain nombre de raisons. La première, c'est qu'on a davantage de visibilité. Plus la maturité est courte et plus on a de visibilité sur ce que peuvent devenir et les problèmes que peuvent rencontrer les entreprises sur lesquelles on a investi. Puis sans parler de la visibilité qu'on peut avoir sur les critères macroéconomiques. Ensuite, on a une duration plus faible. Alors, ça n'a pas grande importance pour un fonds daté, finalement, puisque ce qui intéresse les investisseurs sur ce genre de fonds, c'est le rendement à la fin de vie du produit. Mais quand même, comme le fonds est ouvert, les investisseurs peuvent rentrer ou sortir comme ils le souhaitent. Bon, avoir une volatilité plus faible, ça peut intéresser dans ces cas. Donc, même si ce n'est pas le critère le plus important, je le souligne. Ensuite, pourquoi le 4 ans? C'est aussi parce que la courbe est très pentue sur les maturités les plus courtes, c'est-à-dire que quand on avance d'1 an ou de quelques mois, le rendement offert par les titres progresse très rapidement. Et puis après, au-delà d'une certaine maturité, on va dire 4-5 ans, la courbe s'aplatit nettement, c'est-à-dire que le fait d'investir sur des maturités plus longues, donc d'augmenter le risque, ne serait-ce que celui de duration, n'apporte pas énormément de rendement supplémentaire. On a le cas extrême, c'est pas vrai sur les corporates parce que quoi qu'il y ait les courbes actuelles, on a quand même un peu plus de rendement. Mais si on prend la courbe des swaps ou bien la courbe des emprunts d'État allemands, on s'aperçoit que le rendement du 2 ans est 20 BP supérieur au rendement du 10 ans. Donc, tout ça pour dire pourquoi on ne va pas beaucoup plus loin, parce que le rapport rendement-risque, on aura le rapport rendement risque-maturité se dégrade au fur et à mesure qu'on progresse sur la courbe. Le deuxième axe, alors ça c'est le plus important, c'est des ratings. On s'est fixé pour objectif d'avoir des ratings relativement corrects et de ne pas abuser, de ne pas aller sur des papiers très risqués, style triple C+, qui sont à la limite de la distress debt. Et donc, on privilégie les ratings, les signatures dont le rating est compris qui ne soient pas inférieurs à BB-. Et quand je dis BB-, on prend le rating le plus faible des 3 grandes agences de notation. Donc, finalement, le rating moyen du portefeuille va se situer aux alentours, il n'est pas loin de BB-. Alors, pourquoi on a choisi justement ces ratings? Il nous semble qu'avec le ralentissement économique et la hausse des taux qui va avec, forcément, les entreprises les plus endettées sont celles qui risquent le plus de souffrir et qui sont le plus exposées
au risque de défaut. Donc, pour cette raison, on a choisi d'investir sur le créneau le moins risqué, enfin qui nous semble le moins risqué. La troisième caractéristique de R26, c'est la simplicité du produit. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de produits sophistiqués, ce sont des obligations classiques. Il n'y a pas d'AT1, parce que quand on a une obligation perpétuelle, en cas de non-call, on se retrouve effectivement avec un produit qui n'est pas remboursé immédiatement et donc une dégradation du prix. Ça peut poser même si la probabilité pour qu'il ne soit pas collé est très faible, si ça arrive, ça pose un problème pour un fonds d'AT. Ensuite, le fait d'avoir une certaine simplicité des produits, de privilégier la simplicité, c'est qu'on a une revente et un achat relativement simple en cas de rachat ou même de souscription. On peut abonder le fonds de manière assez simple. Alors, le processus de gestion, je vais faire ça assez rapidement. On part finalement de la base obligataire de Bloomberg, un peu comme tous les gérants, une base obligataire d'environ 800 000 titres. Et puis, on le passe au filtre. Alors, c'est des filtres assez mécaniques qui vont porter sur on va sélectionner les obliques corporate en euros, maturité 2026, un encours, je vous en parlais, supérieur à 300 millions, mais dans les faits, on privilégie très, très largement les emprunts dont l'encours est supérieur à 500 millions. Et là, on passe de 800 000 titres à 600 titres disponibles. Ensuite, on fixe évidemment un rendement minimum à obtenir. On donne, donc, comme je vous l'ai expliqué, un rating minimum. Il y a aussi un filtre ESG. Et tout ça, on arrive à peu près à peine 150 titres. Sur ces 150 titres, là, on passe à l'analyse fondamentale, l'analyse financière classique. On fait aussi intervenir la diversification sectorielle, sinon on risque d'être amené à acheter les papiers d'entreprises qui sont les plus présentes sur les marchés. Il y a des secteurs qui sont traditionnellement, qui émettent beaucoup, l'automobile, les foncières, les banques, Utilities. Oui, les utilities aussi. Donc, du coup, on aménage aussi en fonction de ces critères. Donc, du coup, on arrive, après tout ce processus, à un portefeuille qui a à peu près 35 titres. Actuellement, on en a 32, mais on compte augmenter jusqu'à 35 et puis on ne s'interdit pas de monter jusqu'à 40. Et le fait d'avoir choisi des obligations avec un rating pas trop dégradé nous permet de limiter le nombre de lignes sans prendre de risques exagérés. Je ne sais pas si on a le temps d'aborder un peu le SG. Je crois que justement, il y a une question sur l'ESG. Pourquoi je vais répondre, Étienne, rapidement sur l'ESG. Oui, nous avons une question sur pourquoi et qu'amène l'apport de l'analyse extra-financière dans les portefeuilles. Et ça, c'est fondamental chez nous. Évidemment, c'est un courant qui est de plus en plus présent dans les sociétés de gestion de prendre en compte l'analyse extra-financière. Alors nous, assez rapidement, quand le nouveau Richelieu est né, on a voulu dans les fonds mettre en place ces analyses extra-financières, non pas en contrainte, mais surtout en opportunité d'investissement et notamment sur l'obligataire. Pourquoi l'obligataire ? Parce qu'en fait, finalement, ces fameuses controverses, où des informations qui peuvent être extrêmement dommageables pour les entreprises touchent évidemment le marché action, mais touchent énormément le marché obligataire parce que ça oblige les entreprises à avoir potentiellement des primes supplémentaires qui peuvent être mises sur le marché et donc à la fois des dégradations de rating qui peuvent s'en suivre et surtout une possibilité de défaut de restructuration de la dette. Donc, il nous semble extrêmement intéressant en tout cas dans un fonds échéance, vous l'avez compris avec des termes, en tout cas un discours très technique d'Étienne Dubourg, le gérant du fonds. Nous avons voulu
avoir et proposer, contrairement à beaucoup de fonds à échéance qui cette fois sont proposés sur le marché, un fonds qui est à la fois très conservateur et très lisible. Et donc, on a parlé beaucoup des ratings, notamment, et de l'importance des agences et de nos recherches sur les risques crédit des entreprises, mais il nous semble essentiel aussi d'aborder dans ce genre de fonds l'analyse extra-financière pour regarder si il n'y a pas des informations qui peuvent impacter largement les obligations en portefeuille. Donc c'est vraiment cette volonté de regarder les entreprises et notamment leur endettement par à la fois le prisme de l'analyse financière, le prisme effectivement de la diversification sectorielle et le prisme de l'analyse extra-financière. Alors, il y a beaucoup de produits sur les marchés. J'ai encore une question sur pourquoi effectivement quel est l'apport de R26 sur le marché de Richelieu 26 sur le marché par rapport aux autres fonds qui sont émis sur le marché. Alors, prenons déjà le risque. Alors, c'est vrai que nous, le SRRI, qui est largement usité dans les allocations d'actifs de nos partenaires, est très important. Alors, paradoxalement, on vient de vous expliquer qu'on a un SRRI, en tout cas, on a une gestion extrêmement prudente pour à la fois apporter de la visibilité et un taux d'intérêt qui est certes appréciable. On est autour de 4,90, 5% actuellement. Alors, on était à 5,70 il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, vous voyez que l'opportunité est encore bien présente, mais que ça peut être à des moments extrêmement rapides. Eh bien, le risque, en tout cas calculé, le risque de volatilité calculée dans le fonds correspond à un SRRI 4. Et vous retrouverez beaucoup sur les marchés, en tout cas beaucoup de propositions, où vous avez des SRRI 3 avec des produits beaucoup plus risqués. Étienne vous en a parlé, à la fois du high yield très spéculatif. Encore une fois, vraiment, la hausse des taux, on comprend bien que la hausse des taux va impacter le refinancement de beaucoup d'entreprises qui sont de mauvaise qualité avec des leviers importants. Et puis surtout, des produits qui sont avec des produits avec des obligations complexes. On a parlé des obligations subordonnées financières. Nous, on s'interdit de le faire. Pourquoi? Parce que c'est du financement de fonds propres et à la moindre crise, ce sont des produits qui vont être impactés extrêmement largement avec des possibilités de remboursement qui ne se feront peut-être pas. Donc vraiment, on est sur cette dynamique-là. Et pourtant, certains produits sont SRRI 3. Alors, on ne comprend pas trop pourquoi. Nous, on a calculé et on a voulu être honnête par rapport à la religion de l'AMF sur les méthodes de calcul. On est sur un produit qu'on a projeté autour de 4, normalement 4% de volatilité. Bon, historiquement, les marchés obligataires, quels qu'ils soient, sur les 5 dernières années, ont subi la crise de 2018, ont subi la crise de 2020, qui ont impacté largement les calculs historiques qui sont imposés par l'AMF. Donc, on essaie d'être extrêmement transparent et à la fois par rapport aux produits Richelieu 26 et aux risques, en tout cas réglementaires, qui nous est imposé par l'AMF. Mais j'espère que vous l'avez compris. En tout cas, on essaie de proposer un produit à nos investisseurs bien différencié par rapport à d'autres produits qui vont vous proposer des taux de rendement beaucoup plus importants avec des durations plus longues. On est souvent sur du 2027, du 2028 avec des titres high yield ou des titres un peu plus complexes. Nous, on a vraiment voulu mettre en place cette alternative sur une visibilité et une sérénité qui est à la fois pour vous et évidemment pour les gérants. Alain, tu voulais juste conclure les questions? Je souhaitais juste compléter, mais c'est très rapide, je vous rassure. Concernant ce SRRI, le calcul donc de la volatilité est basé sur le calcul de la volatilité des VL du fonds. Or, quand les fonds sont lancés, il n'y a pas de VL. Donc, pour remplacer ces VL, on prend en fait la volatilité de l'indice qui correspondrait le plus au fonds. Et du coup, le SRRI pour des fonds qui viennent d'être lancés, comme la quasi-totalité des fonds datés, dépendent en fait de la volatilité des indices choisis. Donc, voilà, c'est aussi ça la raison pour laquelle vous pouvez, les indications de SRRI ne sont pas toujours très, très fiables, mais je sais que la réglementation va changer très, très prochainement. Je crois que c'est pour janvier de l'année prochaine. Donc, on aura peut-être des SRRI qui correspondent davantage à la réalité du marché. Non, je tenais à vous remercier de vous être connecté, d'avoir écouté
l'intervention d'Alexandre et d'Étienne Dubourg sur le fonds Richelieu 26, mais également sur le panorama du marché obligataire. Comme vous l'avez compris, nous avons la volonté de profiter des opportunités de marché pour pouvoir également lancer des produits qui nous semblent plutôt de bonne qualité, avec vraiment une volonté dans le cadre de Richelieu 26 de limiter les risques de défaut. Naturellement, nous nous tenons à votre disposition pour toute information complémentaire et je vous souhaite une excellente journée. Merci et au revoir. Au revoir.